Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fil Éco. Dans quelques instants, nous parlerons de deux évolutions technologiques qui ont le vent en poupe, une application pour visiter autrement le château de Versailles et le boom des vélos électriques. Mais d'abord, cette annonce du groupe espagnol Dia qui souhaiterait supprimer ses magasins. En France, l'annonce aura été faite ce mercredi aux salariés lors d'un comité central d'entreprise. Il existe 865 magasins en France, dont 17 dans le département des Yvelines, comme à Montigny, Le Bretonneux, Élancourt, Trappes ou encore Saint-Cyr-l'École. Le groupe pourrait soit fermer définitivement ses enseignes françaises, soit se séparer des 200 points de vente les moins rentables. Un conseil d'administration devrait être organisé très prochainement pour définir les nouvelles orientations. En attendant, les clients rencontrés ce mercredi après-midi à Montigny, Le Bretonneux trouvaient l'annonce dommageable. C'est pas cher déjà par rapport aux autres. Et de plus, c'est des magasins de proximité. On n'est pas besoin d'aller loin en fait pour faire ses courses. Moi, ça me pose pas de problème. Pas spécialement. Vous évoquez rien là? Non, pas vraiment. Tout le monde aime bien les produits de bonne qualité, pas cher. Et puis si ça ferme, après on va aller tendance à aller dans des supermarchés plutôt à Trappes ou à... mais c'est plus cher. La réforme des rythmes scolaires coûterait trop cher à mettre en place. Certaines mairies ont fait leur compte et cela ne passe pas. À Élancourt, par exemple, la ville a estimé ce coût à près d'1 million d'euros. À Plaisir, l'addition se chiffre très précisément à 741 000 euros par an, alors que le budget consacré à la vie scolaire s'élève à plus de 2 millions d'euros. Alors c'est trop pour la maire UMP de la commune qui a fait le choix de ne pas appliquer la loi à la rentrée prochaine. En détail, voilà à quoi correspondent ces dépenses. 741 000 euros sur la ville de Plaisir, avec une aide de l'État de 150 000 euros à peu près, qui n'est pas forcément reconductible, ce qui veut dire pour nous une prise de décision grave, qui met en péril véritablement le budget de la ville. Nous, ça nous demande 25 personnes supplémentaires sur la ville à plein temps. Il va falloir des animateurs supplémentaires, vous avez des règles au niveau des embauches. Et puis on a essayé aussi de contacter nos associations qui pour certaines étaient assez partantes de rentrer dans le processus. Et puis il y a tout ce qui impacte le gardiennage, je dirais le gardiennage dans le bon sens du terme, le matin, le soir, ça change énormément de choses. Les cantines, tout est modifié. Le nettoyage des écoles, quand vous commencez à rentrer dans les écoles à d'autres horaires, ça impacte et ça implique beaucoup de choses. Une page sociale maintenant pour continuer avec cette semaine la mobilisation en France des gardiens de prison qui réclament plus de moyens humains. 400 surveillants supplémentaires seraient nécessaires en Île-de-France. Exemple concret à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Elle est censée accueillir 501 détenus. Il serait aujourd'hui 835. En janvier dernier, les surveillants de Bois d'Arcy avaient déjà manifesté pour souligner la recrudescence des agressions graves. Des mesures ont été prises par la direction, mais les insultes et les menaces resteraient le quotidien des surveillants pénitentiaires. On écoute à ce sujet Cédric Torres du syndicat UFAP-UNSA, des propos recueillis par Anthony Reich. Aujourd'hui, on enferme tout le monde, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans le moule. Sauf qu'à un moment donné, les prisons, c'est des cocottes minutes. Le couvert commence à soulever. Vous avez des incidents qui se sont passés à Réau, à Sequedin, à Alençon-Condé-sur-Sarthe, des prises d'otages à Laon, et enfin, tout ça. Mais ça devient notre quotidien. Aujourd'hui, la prison n'a pas de sens parce que vous avez des détenus qui restent allongés dans leur lit jusqu'à 11h du matin parce qu'ils sont inoccupés, ils ne veulent pas participer aux activités, il n'y a aucune obligation. Allez, autre mouvement social cette semaine, celui des sages-femmes. C'était lundi 5 mai à l'occasion de la Journée internationale des sages-femmes. Un mouvement concentré sur toute la France, y compris dans les Yvelines, comme au sein de la maternité de l'hôpital Mignot au Chesnay. L'occasion pour ces sages-femmes de rappeler qu'elles sont toujours mobilisées pour réclamer la reconnaissance de leur profession. Et on va écouter l'une d'elles au micro d'Anthony Reich. Pour la journée donc aujourd'hui internationale de la sage-femme, donc une partie de l'équipe est allée manifester. Les consultations étaient fermées, donc il n'y avait aucune sage-femme en consultation. Et au niveau de la salle de naissance, on était le même effectif, mais moins de monde en maternité. Aujourd'hui, vous attendez quoi de la mobilisation et des réunions qui vont avoir lieu aujourd'hui ? Et ben voilà, être reconnue effectivement sage-femme de premier recours. Les grilles indiciaires qui nous annoncent ne sont pas forcément celles qu'on aurait souhaitées. Voilà, donc on n'est pas forcément reconnu non plus par rapport à ça. Après, voilà, on dit que ça fait 6 mois qu'on essaye de tenir et que c'est pas forcément facile au quotidien non plus. Donc on se dit c'est fou parce que
certaines catégories professionnelles font grève et en quelques heures et en quelques jours, ils ont ce qu'ils veulent. Et nous, on est quand même un certain nombre de sages-femmes sur toute la France. Et puis, voilà, on rame depuis 6 mois et on n'a toujours pas ce qu'on veut. Donc, c'est un peu difficile. De cette mobilisation de lundi, les sages-femmes se disent toujours déçues. Il n'y aura pas de modification de leur statut. Elles regrettent de ne pas accéder ni à l'autonomie ni à la reconnaissance. Quant aux négociations salariales, elles sont en cours, mais les sages-femmes se disent peu optimistes sur la question. Et enfin, concernant la possibilité pour elles de suivre une future maman du début à la fin de sa grossesse, quand celle-ci est normale, les réunions de travail vont reprendre. La mobilisation donc continue. Allez, Filico se poursuit, cette fois avec l'entretien. Et deux invités sur le plateau de Fileco ce soir pour parler d'une nouvelle application qui s'appelle Happy Versailles, une application dédiée au château de Versailles, mais pas que. Et pour en parler, deux cofondatrices, Léa Agostini, bonsoir. Bonsoir. Et Stéphanie Géhin, bonsoir. Merci Bonsoir. de nous avoir rejoints. Alors l'application a été lancée en septembre dernier. On peut dire que le démarrage, en tout cas, est d'abord un peu timide, mais c'est normal, vous allez nous expliquer pourquoi, parce que c'est quelque chose d'assez précurseur. Il n'existe en France que 51 applications dites muséales, c'est le terme. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, justement, de cette application, Stéphanie Géhin? Nous sommes partis, en fait, d'une volonté de changement. À côté des audioguides traditionnels que l'on trouve dans les musées, qui sont plutôt classiques, scolaire même, on a voulu proposer une alternative vraiment différente, quelque chose qui change, unique en son genre. Et donc Happy Versailles est né comme ça, avec de l'humour, des anecdotes, quelque chose qui est une visite inoubliable. Alors ce qui est intéressant aussi peut-être de rappeler, c'est un peu le parcours de chacune de vous deux, parce que vous n'étiez pas forcément dans l'informatique. Alors moi je pense notamment à vous, Stéphanie Géhin, parce que vous travaillez pour un groupe automobile. Tout à fait, voilà. Donc j'ai passé moi 10 ans de ma carrière chez Renault, avec de belles expériences, et voilà, et il y a une autre... Léa Agostini, vous étiez déjà dans la téléphonie mobile. Oui, donc, tout à fait. Vous avez déjà un pied dedans, quoi. Oui, j'ai travaillé 10 ans au marketing de chez Orange. Et donc, j'ai eu envie de mettre cette expérience professionnelle riche au service de quelque chose de plus personnel qui me tenait à cœur. Ouais. Alors, avant de parler notamment du financement de ce projet, parce que ça se finance évidemment une application comme celle-ci, on va voir comment il y a effectivement un coût assez important et des retombées que vous en attendez. Surtout, je vous propose de regarder ce sujet. Stéphanie et Léa ont lancé la première application à télécharger pour voir le château de Versailles autrement. Happy Versailles, c'est son nom, permet 1 heure de commentaires et plus de 70 illustrations. D'abord, vous allez pénétrer dans l'enceinte du château. Vous aurez une visite sur 22 salles. Les 22 salles, de toute façon, que vous êtes obligé de traverser, puisque, comme on s'amuse à le dire souvent, c'est vraiment le parcours Ikea au château de Versailles. On passe d'une pièce pour aller dans l'autre. Comme au temps de Louis XIV, vous vous retrouvez mise en situation. L'idée, c'est vraiment d'accrocher sur chaque salle avec des anecdotes, des choses insolites que l'on n'entend pas dans les audioguides traditionnels, pour avoir une visite vraiment décalée. Vous avez terminé votre visite, vous installez tranquillement dans le jardin ou vous faites le tour du parc du château de Versailles et vous pouvez écouter des anecdotes vraiment méconnues sur Louis XIV et son amour pour les cygnes. Louis XIV qui avait sa carpe préférée dans un bassin, ou Marie-Antoinette, la Kate Moss du XVIIIe, comment elle s'habillait, comment elle se préparait pour une soirée tendance. Autre anecdote à retenir, à l'époque, 10 000 personnes venaient quotidiennement voir Louis XIV, ce qui était juste important, avoir le bon dress code, un chapeau, une épée, et si on n'en possédait pas, cela pouvait se louer. L'application dispose de 4 entrées, la visite guidée, les trucs et astuces, les zooms sûrs et les bons plans. Les deux fondatrices donnent également leur coup de cœur sur les lieux qui leur plaisent, car à Versailles, il n'y a pas que le château. Pour télécharger l'application Happy Versailles, il vous en coûtera 2,69 €. Donc voilà pour ce sujet. Est-ce que vous pouvez quand même nous faire une petite démo en direct? Oui, bien sûr. Voilà, alors il faut que je me positionne bien pour que vous voyez l'écran. Voilà. Donc notre volonté a été de fabriquer un produit simple. C'est un audioguide disponible sur le téléphone de chacun. Donc il n'y a pas de 3D, il n'y a pas de réalité augmentée. C'est un menu avec 4 entrées, la visite, les 22 salles du château. A Star is Born, Louis XIV. Avec lui, l'un des endroits les plus fascinants au monde, Versailles. Vous allez pendant 1 heure vous transformer en petite souris et vous payer le luxe de pénétrer dans les coulisses du palais.
Voilà. Voilà. Okay, donc on a vu effectivement les 4 entrées, mais ça on avait vu ça dans le reportage, et on sent que c'est effectivement un côté ludique, c'est ludique en tout cas, c'est une volonté que ce soit ludique. Alors une application comme celle-ci, ça coûte combien à mettre en place ? Alors par rapport au budget global de l'application, on est parti sur environ 50 000 € qui se répartissent en différents postes. Le plus gros poste a été pour nous la partie ingénierie, développement technique de l'appli. Sur ce sujet-là, nous n'avions aucune compétence, ni Léa ni moi, donc nous avons vraiment dû comment on fait dans ces cas-là ? On contacte les bonnes entreprises, mais je présume qu'il y a beaucoup d'entreprises sur le marché. Comment ça se passe ? Oui, on a contacté plusieurs entreprises, notamment beaucoup à l'étranger, donc en Tunisie, en Algérie, en Inde même, et une entreprise aussi dans les pays de l'Est. Et finalement, nous avons fait le choix d'une entreprise nantaise, parce que c'était important pour nous d'avoir une qualité, un savoir-faire vraiment reconnu en France. D'accord. C'était alors le français, le choix de l'entreprise française. Je présume que c'est quand même malgré tout plus cher ou pas ? Oui, c'est malgré tout plus cher, mais il y a un service après-vente qui, à mon avis, ne nous décevra pas sur le long terme aussi. C'est sur le service après-vente, c'est sur la créativité. Qu'est-ce qui a fait aussi la différence ? La créativité également. Oui, le service après-vente est très important, oui. Ouais, on n'est pas lâché dans la nature. Voilà, nous ne sommes pas techniques et on peut quand même compter sur cette entreprise pour la suite. Quand vous dites un surcoût plus important quand on fait appel à un développeur français, c'est combien en plus ? 20%, 10% ? Ah non, beaucoup plus. Ah bon. J'irais presque du simple double. Du simple double ? Ah oui, du simple double. C'est assez troublant d'ailleurs, parce qu'au démarrage, on nous propose des choses, on serait tenté d'aller vers une solution moins chère, mais finalement, on a fait quelque chose de safe, on est sûr pour l'avenir, et nos utilisateurs ne seront pas déçus. Donc les 50 000 € de budget, on l'a compris, la plus grosse part prise par le développement de cette application par une société française, c'est donc à noter. Quels sont les autres postes alors qui... Donc on a eu l'enregistrement du comédien, qui est une part importante du développement économique, les visuels que l'on a achetés. On a beaucoup travaillé sur les visuels de la RMN, la Réunion des musées nationaux. Donc ça, c'est assez cher, mais on a des visuels de qualité, c'est important pour nous. Et aussi la créativité graphique de l'application. Et la traduction, puisque votre application est à la fois en français et en anglais. Oui. Ça, c'est important pour capter les visiteurs du château de Versailles. Comment s'est fait le financement ? Est-ce que c'est un financement qui est purement fonds propres ou est-ce qu'on peut bénéficier d'aides particulières quand on se lance ? Alors nous, on est parti vraiment sur un principe de base d'autofinancement. Donc c'est des fonds propres que Léa a mis et que j'ai mis personnellement. L'idée, c'était vraiment, dans un premier temps, de s'autofinancer et en fonction ensuite des retombées, des retours, là, on pourra réinvestir dans d'autres projets et s'autofinancer de cette manière-là. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité d'obtenir des aides particulières, notamment de la Réunion des musées nationaux ou même du château de Versailles, qui aurait pu vous verser un petit véhicule pour vous aider, non ? Non, pas vraiment. D'accord. L'application est payante, elle coûte 2,69 €. Alors pourquoi ce choix du payant ? On peut se dire que quand on fait le choix du gratuit, on attire plus de monde. Oui, c'est vrai. Ou c'est une volonté qualitative peut-être ? Oui, c'est vrai que les consommateurs ont l'habitude de télécharger des applications gratuites. Nous, on a fait le pari du payant parce qu'on a un contenu exclusif. Il n'est disponible nulle part ailleurs et il est de qualité. On a vraiment cherché, on a mis notre nez dans les bouquins. On est allé visiter avec des visites thématiques, avec des guides officiels du château, visiter le château pour fournir un contenu de qualité et on estimait que ce contenu devait être payant. Et donc, est-ce qu'il y aura de la publicité ou pas sur cette application ? Non, pas du tout. D'accord. Non, on ne va pas être inondé de alors publicité comme ça pas du tout le télécharge des applications Il y a un gratuites. montant qui est de 2,69 qui est pas cher par rapport à d'autres applications qui existent déjà dans des musées, qui sont plutôt aux alentours de 4 voire 5 €. Donc nous, on se positionne à un prix qui nous paraît vraiment très correct par rapport au contenu de qualité, 1h30 de discours, des visuels qui nous projettent à l'époque de Louis XIV. On en a pour son argent. Bon, alors ça, c'est l'application qui vient d'être lancée. Comment vous voyez l'avenir ? Comment vous allez d'abord amortir ce produit ? Alors les retombées pour ce produit sont de deux sortes. On va dire que ce produit, c'est vraiment une vitrine pour nous. C'est important. Il montre notre savoir-faire, notre ton décalé, notre humour et la façon dont on raconte les histoires. Et donc, il nous permet de créer des partenariats, d'avoir des retombées presse, d'être sollicité par divers acteurs qu'on ne connaissait pas au départ. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir
dans les 2 ans, on va dire, capter 10% des 6 millions de visiteurs annuels du château de Versailles. C'est ce que vous avez estimé, 10%. Voilà, dans les 2 ans. Ouais. C'est en plein essor, mais ça démarre doucement sur les applications muséales payantes. Donc il y a une appli Versailles, il y aura peut-être d'autres applis. Voilà, exactement, en fonction des retours et des opportunités aussi qui s'ouvriront à nous. Il n'y a pas de plan établi. On saisit les opportunités, il y en a beaucoup qui arrivent en ce moment. Oui, parce que je l'ai dit, c'est assez précurseur. Il y a 51 applications muséales en France, c'est très peu. Donc le marché est très ouvert et à la fois pas forcément bien connu. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'il y a peu finalement d'acteurs sur le marché et les acteurs qui sont présents sont finalement dans un moule identique. Et Happy Versailles, c'est vraiment l'électron libre qui vient jouer le perturbateur dans tout ce schéma. Et du coup, quelle est votre cible? Alors plutôt les jeunes, je présume? Oui, les jeunes sont notre cœur de cible, hein, vraiment, parce que ils sont sur leur tablette, leur smartphone, etc. Ils vont vraiment apprendre l'histoire de Versailles en s'amusant. Ça va les intéresser. Et puis, comme ce sont de forts prescripteurs, ils vont aussi en parler autour d'eux, à leur communauté, à leur famille, et ça élargit forcément la cible. Après, on a d'autres cibles aussi. Hein, vraiment, l'application peut être intéressante pour tout le monde, pour tous les publics de 7 à 77 ans, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, et les publics éloignés aussi peuvent être une cible intéressante. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer au château de Versailles, eh bien, ils téléchargent l'appli sur leur store et ils sont confortablement installés dans leur canapé et peuvent se payer une visite virtuelle du château de Versailles, et ça, c'est inédit, c'est une première. Et dernière question, pourquoi Happy? C'est un rapport avec le tube du moment? C'était décidé bien avant. Je pense que là aussi, on était précurseurs. Combien de temps justement de préparation en tout? À partir du moment où vous avez eu l'idée, à partir du moment où vous avez sorti l'application? 9 mois, je dirais, 9 mois. Un bébé. Un bébé. Ça sera une très très belle conclusion. Merci à vous en tout cas d'être venu sur le plateau de Fileco. Nous allons poursuivre cette émission avec le dossier de la semaine. Un marché qui a le vent en poupe, les vélos électriques. Alors d'un côté, des entreprises qui sont intéressées pour en louer et pour en proposer à leurs salariés. De l'autre, des boutiques qui se spécialisent dans ce domaine. Il faut dire qu'en France, les ventes de vélos électriques ont plus que doublé en 4 ans. 1 à 2 fois par semaine, Evelyne Devers laisse sa voiture à la maison. C'est à vélo qu'elle effectue les quelques kilomètres qui séparent son domicile de son travail. Un vélo électrique qui lui permet d'allier moments de détente et gestes pour la planète sans les désagréments du vélo traditionnel. Effectivement, on peut faire 7 à 10 km, voire plus, sans vraiment être fatigué ou en tout cas être froissé au niveau des vêtements, etc. C'est relativement facile, justement, on est très assisté, donc ça nous permet effectivement de les mettre dans toutes les tenues de bureau possibles en tout cas. Ce vélo lui est mis à disposition par sa société, une initiative qui se développe de plus en plus dans le monde de l'entreprise, un moyen de répondre aux exigences gouvernementales de responsabilité sociétale des entreprises, mais surtout un service à destination des salariés. Pour contrer les problèmes liés à la mise en place et l'entretien d'un tel parc, le directeur du site a fait appel à une société spécialisée, Colibri. On a vraiment là une offre clé en main. Les vélos sont préparés, entretenus, éventuellement remplacés dans le pire des cas par Colibri. Colibri nous fournit également le logiciel d'aide à la réservation. Coût 6 000 € par an, la société à l'origine de ce nouveau service a été créée au début de l'année. Des spécialistes du monde du vélo et de l'entreprise se sont associés pour créer Colibri. Vous savez qu'on a un problème de pollution, de transport, de stress. Passer 1 heure dans un bus bondé, c'est pas génial pour la qualité de vie au travail. Donc c'est quelque chose qui tourne, c'est une réflexion qui tourne dans les entreprises depuis déjà un certain temps. Et beaucoup avaient regardé le vélo électrique, mais s'étaient dit, on ne veut pas être les premiers, question d'innovation, on n'a pas forcément envie d'investir et surtout on ne saura pas les réparer, les maintenir. Pour les maintenir, Pierre Moulin, l'un des associés, passe 2 fois par mois vérifier le matériel. Il se déplace également en cas de problème. Ce gérant d'un magasin de vélos s'est spécialisé depuis 2 ans dans les vélos électriques face à une demande de plus en plus forte. En 2013, 56 600 vélos à assistance électrique se sont vendus en France, 4 fois moins qu'aux Pays-Bas, mais ce chiffre est en hausse constante. Pour cette offre spécifique aux entreprises, Pierre Moulin a choisi un vélo adapté. C'est un modèle tout en aluminium, donc à assistance électrique, avec comme spécificité un cardan, donc pas de chaîne, ce qui évite tout déraillement et de problèmes de graisse. Donc comme c'est des vélos qui sont posés en entreprise,
on ne peut pas salir. Ils sont réglables pour tout type d'utilisation, donc avec une potence réglable en hauteur et en inclinaison. Pareil pour la selle. Autre service, un logiciel de réservation à installer sur l'intranet, des affiches pour communiquer sur ce service et des vidéos sur la sécurité routière pour former les salariés. L'entreprise loue ses vélos français par tranche de 5. Pour le moment, leurs clients des entreprises de 100 à 200 salariés ont opté pour des parcs de 5 à 15 vélos pour un coût de 5 € par jour et par vélo. L'entreprise s'est implantée sur les territoires de Saint-Quentin en Yvelines et de Saclay pour être au plus près des sociétés. Un troisième pôle pourrait voir le jour à Massy. Mais Colibri n'est pas la seule société à s'être positionnée sur ce marché. Dans la vallée de Chevreuse, on compte déjà un concurrent, Néo-Vélec. Son fondateur, Thierry Ordine, cet ancien ingénieur d'un grand groupe aéronautique, travaillait sur les moteurs d'avion. L'année dernière, il a décidé de quitter le salariat pour l'entrepreneuriat. Ça faisait déjà quelques années que me trottait dans la tête la création d'entreprise. Voilà, j'avais envie de me lancer, voilà, mais je ne savais pas quoi. Et puis il y a 2 ans, j'ai découvert le vélo à assistance électrique et j'ai une formation de base en mécanique, je suis ingénieur mécanicien et j'ai trouvé ça absolument génial. Thierry Ordine a lancé l'activité commerciale il y a 1 mois. Il propose à la vente et à la location des vélos à assistance électrique uniquement de marques européennes. Mais ici, plusieurs modèles sont disponibles, VTT, VTC, vélo pliant et triporteur, et tous les publics sont visés, entreprises mais aussi collectivités et particuliers. Néo-Vélec fait de la vente et ou de la location, et tout est panachable, et le concept est basé sur vraiment les attentes du client. J'ai une culture d'entreprise et de service après-vente et support client assez forte. Et l'idée, et c'est les concepts que j'ai développés, puisque j'en ai différents, qui sont toujours basés sur la flexibilité. Donc on peut mettre un vélo, 3 vélos, 50 vélos en place. On peut panacher de la vente et de la location. On peut panacher les types de vélos. Cet entrepreneur propose également des accessoires, de l'antivol aux décorations de casques et des animations en entreprise. Son concurrent a une position différente, un service exclusivement pour les professionnels, la mise à disposition d'un logiciel de réservation et un vélo unique. Nous, c'est un vélo standard qu'on a vraiment taillé pour ça. Lui, j'ai l'impression qu'il ouvre le catalogue, il dit quel type de vélo vous voulez. Et donc, je pense qu'il aura des problèmes. On a déjà des problèmes à faire décider les entreprises sur un vélo qu'on a choisi, qui est vraiment bien. Les 2 sociétés pensent malgré tout qu'il y a de la place pour tout le monde et que l'offre aux entreprises se développera encore davantage au fil du temps face à l'engouement des salariés. Le dernier client en date de Néo-Vélec est justement le salarié d'un grand groupe qui souhaite aller travailler à vélo. Thierry Ordine vient lui livrer un antivol. Ce que je cherchais, c'était quelque chose pour m'aider à monter les pentes. Parce que je peux faire du vélo sur le place sans problème. Mais ce qui m'inquiétait, c'est de faire les montées et de ne pas arriver complètement sûr au boulot. Donc c'est ça que je cherchais. Néo-Vélec et Colibri espèrent tous 2 embaucher des techniciens d'ici la fin de l'année. Avant de se quitter, on passe à l'agenda. 2 rendez-vous à noter. Cela se passe à la Cité des métiers de Trappes le mardi 13 mai. Première conférence à 10 h consacrée à la fonction publique territoriale pour tout savoir de ces métiers et des opportunités d'emploi. Et puis 2e rencontre, toujours le 13 mai, cette fois à 10 h 30. Un thème très actuel et qui va forcément intéresser l'e-réputation. Une rencontre réservée aussi bien aux entrepreneurs qu'aux salariés afin d'apprendre à créer son profil sur les réseaux sociaux et surtout à le gérer. Ce numéro de Fil Éco est terminé. Merci de votre attention. La semaine prochaine, vous retrouverez Claire Cambier. Il sera notamment question des mini-entreprises. Bonne semaine.